Bonjour voyageurs, je vais commencer ma chronique par une question. Qu'est-ce qui se passe avec Amazon Prime? Moi j'étais dans mes petits chaussons, dans mon petit confort de me dire Amazon Prime égale film de merde. Hein, on a eu du Cosmic Scene avec Bruce Willis. Je vous rappelle les magnifiques sorties françaises qu'on a eues, des styles oui, Connecté, hein, le magnifique film sur le confinement qui a été réalisé par eux, ou Forte, et puis récemment Haters de Kev Adams. C'est toujours la même chose, des films relativement nuls, des comédies françaises pas terribles. Et voilà, moi j'étais dans mes chaussons, je me disais c'est bon, j'ai compris, Amazon Prime, où ils veulent aller, etc. Et depuis début janvier, ils nous font quoi? The Green Knight, un magnifique film où on a l'épopée de Sir Gawain dans une fable assez incroyable, réalisée par quelqu'un d'indépendant et de sacrément talentueux, David Lowery. Et là, aujourd'hui, on va parler de Spencer, de Pablo Neruda. Pablo Neruda, qui est quand même le réalisateur de films comme Emma, comme Jackie et Neruda, qui étaient déjà des biopics, hein, et bien entendu aussi le réalisateur de No. Moi, c'est le premier film que j'ai vu de lui. Donc, c'est quelqu'un de très ambitieux qui, en plus, a une photographie et un chef-op incroyable et un réalisateur de talent. Donc là, on est là et on se dit, génial, génial. Enfin, Amazon tente des choses et c'est bien, je suis content. Enfin, je me fous un peu de leur gueule, mais je suis content de me dire que peut-être que Amazon, ça va continuer dans le bon sens du terme. Ah ben oui, oui, il y a ça qui est sorti aussi. Moi qui me disais qu'Amazon avait changé. Comme son nom l'indique, le film va nous parler de Diana Spencer, plus connue sous le nom de Lady Di. Et oui, la fameuse princesse de Galles, duchesse de Cornouailles ou duchesse de Rothesay. Et je tiens à m'excuser déjà pour tous les Stéphane Bern en herbe, hein, si j'ai oublié un titre ou un nom ou j'ai mal prononcé ou quoi que ce soit. Hein. Dès son introduction et dès les premières paroles de Diana, on comprend qu'on est dans quelque chose de particulier, avec son fameux Where the fuck I am. Je tiens à m'excuser auprès de tous les Shakespeare en herbe qui ont vu une mauvaise intonation ou un mauvais mot utilisé par moi. Je ne suis pas un professionnel là-dessus. Vous l'avez compris, mon running gag a été trouvé pour cette séquence. Donc ce que je voulais dire, c'est on va retrouver plutôt une Lady Di qui est névrosée, perdue, hein, puisqu'elle cherche son chemin dès le début du film, elle va le chercher pendant une bonne partie. Et en plus de ça, c'est appuyé par une chose, c'est qu'on pense, alors c'est pas vraiment exactement dit, mais que ça correspond un petit peu à la période 90-92. Et pour ceux qui ne savent pas, en fait à cette période-là, c'est une période compliquée dans le couple Lady Di avec le prince, hein, tout simplement. Et du coup, on va voir comment ça évolue, comment elle évolue autour de ça et qu'est-ce qu'elle devient. Et c'est plutôt névrotique, c'est plutôt difficile et c'est un vrai parcours de croix. Donc ça se passe, on imagine, pendant les fêtes de Noël, c'est sûr, mais on imagine dans les années 90-92, puisqu'il y a un personnage qui nous dit que ça fait 10 ans qu'elle est là, et au vu des tumultes au niveau de la presse et de tout ce qu'il y a autour qui se passe, ça doit correspondre à peu près à cette date. La première chose qui frappe quand on voit le film de Pablo Larraín, c'est qu'il est magnifique. Il y a réellement une photographie, un travail de la colorimétrie qui est incroyable. Et ça se remarque directement sur les scènes extérieures. Il ne fait aucun doute que nous sommes en Cornouailles. Nous avons l'impression d'être réellement en Cornouailles. Entre ce brouillard, ces aspects solaires, cet aspect campagnard, tout y est pour nous donner une réelle impression et immersion dans cette demeure royale et sur les extérieurs de la demeure royale. Alors oui, je sais que le film n'a pas du tout été tourné en Cornouailles, mais à Potsdam, hein, donc sur quelque chose de très différent, mais par le travail des couleurs et du cadre et de l'utilisation de celui-ci, on s'y croirait vraiment. Vraiment, c'est une terre de Cornouailles. D'ailleurs, je tiens à donner de réelles excuses à toute personne qui habite en Cornouailles si cela ne ressemble pas du tout à la Cornouaille. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que tout cet aspect extérieur, un petit peu solaire, naviguant entre l'aspect un peu film d'horreur à la Sleepy Hollow et quelque chose d'extrêmement solaire, un peu à la été 85, vient se fracasser complètement avec un environnement intérieur extrêmement froid, extrêmement carré et extrêmement militaire. Et c'est là où on voit toute la force et toute l'importance de l'image dans ce film. L'image nous raconte quelque chose tout le temps par les prises de vue, par la puissance de la lumière, par les couleurs utilisées. Et c'est vraiment passionnant. Le film est très analytique, mais sur cet aspect-là, d'entrée, on le remarque. Tout est souligné par des décors ultra fournis et ultra intéressants. Ça se passe directement par les tenues. Hein. Il y a eu beaucoup d'articles qui sont sortis, je vous en mets un peu partout, qui montrent les tenues de Lady Diana et qui montrent le travail qui a été fait par Pablo Larraín. Et c'est vrai que c'est assez incroyable, plutôt même chef costumier de Pablo Larraín.
Et c'est passionnant, passionnant visuellement sur tous les extérieurs. Ça vient souligner les propos du film. Et en plus, il y a une musique crispante pendant tout le long du film. Alors je sais que Johnny Greenwood est quelqu'un de très intéressant. Mais là, non, tous les putains de futurs en herbe, je ne vais pas m'excuser. Hein. Si vous faites de la musique crispante comme ça ne marche pas du tout sur moi. À la fin du film, ça marche beaucoup mieux, mais sur la première partie, c'était très difficile de me dire et toi là et toi là, tu vois, le déranger mentalement, oui, je l'avais déjà compris. Cette musique ne venait que me dire, bah oui, on est dans un film et on vient tout taper un peu dedans. Et c'est l'un des petits défauts du film. C'est peut-être là le pire du film. C'est-à-dire que des fois, il n'est pas très fin. Et c'est assez paradoxal parce qu'il arrive à être fin par moments et extrêmement gros sabots par d'autres. Les gros sabots, je pense à une scène principalement, c'est la première scène de banquet où on voit enfin la famille donc de royale, la famille Windsor. Et on va avoir ces regards appuyés sur elle qui viennent, qui viennent, qui vont, qui viennent, qui vont, qui viennent. Et je trouve que c'est beaucoup trop appuyé et ça ne marche pas beaucoup. Pourtant, je pense que c'est la scène d'après ou 2 scènes après, on a droit à une scène où elle va manger, elle va devenir un peu boulimique par rapport à ça. Et ça donne un dialogue qui est un des meilleurs dialogues du film pour moi avec le majordome. Et franchement, c'est là où on voit toute la dualité de ce film et tout l'intérêt de ce film. C'est que certes, il y avait quelque chose de pas incroyable, une scène qui moi me faisait dire que c'était plutôt inintéressant, mais qui a donné lieu à créer une nouvelle scène. En fait, même dans les choses mauvaises, les petites choses mauvaises de ce film, ça nous donne d'autres grandes choses et d'autres grandes scènes. Il y aura un autre cas à un moment donné où ça va donner après scène avec ses enfants, et les scènes avec ses enfants, c'est peut-être les meilleures scènes du film. Donc voilà, Pablo Larraín arrive à prendre des défauts et en faire des choses belles. Et ça c'est très fort. Je vous ai donné les 2 points d'amélioration pour moi du film, c'est les seuls, parce que le reste du film est extrêmement bon. Et extrêmement bon parce que Pablo Larraín essaie de nous surprendre. Il prend un biopic et la forme d'un biopic un peu classique, mais pour les personnes qui veulent un film historique avec plein de renseignements, plein de choses, passez votre chemin. Ce n'est pas du tout ça que Pablo Larraín va faire. Pablo Larraín, lui, il veut les ressentis, les sentiments. Il veut percer la psyché et faire une catharsis du personnage de Diana. Et il le fait extrêmement bien. C'est pour ça que le film, en fait, c'est 3-4 jours de sa vie. 3-4 jours vers une descente aux enfers assez incroyable où on va avoir des sentiments qui reviennent vers nous. Et c'est là la grande force du film. On va ressentir et on va se laisser enivrer par le personnage joué par Kristen Stewart. Et son principal sentiment dans le film, c'est la solitude. Et le film le met extrêmement bien en scène, en fait. C'est extrêmement bien fait. Moi, je pense surtout à une scène où vous avez un train de vie qui part vers la gauche pour aller délicatement vers la droite avec des énormes platanes. On l'envoie en tout petit dans la scène et elle marche. Et malgré un nombre de pas assez important qu'elle effectue, elle est toujours seule dans ce cadre. Et en plus de ça, avec ces espèces de platanes, ça donne quelque chose d'enfermé, enfermé dans sa tour d'ivoire. Encore une fois, Pablo Larraín utilise bon nombre de mises en scène et de plans et d'images pour nous parler. Il nous fait transparaître les émotions et les sensations de son personnage principal. Plus de ça, avec quelques scènes autour de pure paranoïa, on a le droit à presque du thriller, un thriller un peu paranoïaque, mélangé, ou en tout cas où ça oscille avec un peu du elevated horror, du film d'horreur d'épouvante. Alors t'inquiète pas, toi je te vois à mettre un tout petit écran quand tu regardes Scream 2 sur ton téléphone ou sur ton ordinateur en tout petit, ce n'est pas effrayant. C'est juste que ça met en exergue ce sentiment de malaise constant que vit Diana. C'est juste ça, et on va nous le montrer avec quelque chose qui utilise la grand-mère du cinéma horrifique, mais qui l'effraie elle. Toi, tu ne seras jamais effrayé par ça. Mais là où ça devient intéressant, c'est que le film a un propos de fond plus important que retracer la vie de Diana ou de retracer un arc de la vie de Diana. Le film ne veut pas du tout faire ça, et c'est en ça qu'il se détache. Le film veut nous parler de la dépression. Le film veut nous parler de ce personnage idéalisé, montré comme étant la femme parfaite, la princesse, mais que sa vie était un vrai chemin de croix, que c'était très difficile, l'isolement, que c'est devenu presque fou. Et ça nous donne d'ailleurs un autre rapport d'acceptabilité par rapport à la folie. La folie est quelque chose de tellement incompréhensible. Quand un personnage aussi important que Lady Diana tombe dedans, ça donne quelque chose de fin. Oui, Pablo Larraín nous parle d'autre chose que de la vie de Diana pendant ce film, et c'est extrêmement bien fait. Oui, c'est une descente aux enfers assez impressionnante, vertigineuse, mais
avec aussi une ode à la liberté, une ode à la réflexion, une ode à la réalité. Il y a tellement de choses à dire dans ce film et c'est ça qui en fait quelque chose d'intéressant. J'ai vu récemment Suprême, par exemple, le documentaire qui a, pas le documentaire d'ailleurs, le film qui a été fait sur le groupe NTM et c'est l'anti-Suprême. Suprême, c'est 3-4 ans de la vie du groupe et c'est vraiment presque documentaire, séquence par séquence et on enchaîne et puis voilà. Là, non, ça veut nous donner de la sensibilité, ça veut nous parler d'autre chose par ce prisme-là et en même temps, ça nous raconte aussi ce qu'a vécu Lady Diana. En gros, Pablo Larraín, il prend un sujet où on ne peut rien faire de nouveau et il arrive quand même à faire quelque chose de nouveau et ça, c'est quelque chose qu'on pensait impossible, mais lui y arrive. Claire, Spencer, c'est un bon film. Je n'ai pas pu vous parler de tout ce que j'avais envie de vous dire. Par exemple, le fait qu'on a un vrai questionnement sur la réalité des choses, avec cette famille quasi fantomatique, cette famille Windsor royale, qu'on ne voit que presque comme des fantômes pendant tout le film. Mais si j'avais voulu vous parler de tout, la vidéo durerait des heures, elle serait indigente. Parce que l'un des grands intérêts de ce film, c'est que c'est un vrai film d'analyse. On peut en faire plein de choses et c'est intéressant. Par contre, il y avait encore une chose dont j'avais envie de vous parler, une chose qui me semble importante, c'est Kristen Stewart. Kristen Stewart, qui a été révélée par Twilight il y a des années de ça, signe ici sa meilleure performance. C'est incroyable comment avec ses frêles épaules, elle porte le film à un niveau que je ne pensais pas possible. On ne voit pas Kristen Stewart, on ne ressent pas Kristen Stewart. Nous avons Lady Diana devant nous et c'est incroyable. Donc, si toi tu veux voir un film à performance, fonce, va voir ça. Si tu veux voir un film de sentiment, fonce, va voir ça. C'est un pur film sur ça. Si tu veux voir une anti-princesse Disney, fonce, ce film est pour toi. Si tu veux voir un biopic qui sort un peu des codes, un peu à la Steve Jobs par exemple de Danny Boyle, fonce, c'est un film comme ça. Donc bref, je ne sais pas comment vous dire autrement que Spencer est un excellent film. Et d'ailleurs, je trouve que ce début d'année 2022 est plutôt intéressant sur plein de films. D'ailleurs, les 2 films qui ont été chroniqués sur cette chaîne sont des excellents films, que ce soit Licorice Pizza ou ce Spencer. Foncez voir ça, c'est super intéressant. J'ai pas grand chose d'autre à en dire, alors à part que c'est bien. Difficile de dire que c'est bien un film, mais c'est un super film avec un super message. Et putain, qu'est-ce que c'est beau. Je te dis à la semaine prochaine, explorateur, et d'ici là, va regarder des films.